Donc pour commencer la syntaxe, on réutilise l'opérateur l'accent circonflexe, ou le carré en anglais, en préfixe. Et donc ce qui suit en fait cet opérateur, ça peut être un type, ça peut être une déclaration, ça peut être un set d'overload, ou une expression. Pour l'expression, il faut que ce soit en parenthèse. Et donc en fait le type de cette expression de réflexion est déduit de l'opérande. Donc là voilà, on a un type, ou une classe, ou un set d'overload. Et donc pour l'injection, on a un préfixe pourcentage. Et donc là, pareil, le type qui est attendu dépend en fait du contexte dans lequel c'est utilisé. Donc si on a un pourcentage, une expression dans un contexte pour le type, on attend un type. Pareil pour expression. Et pour les déclarations et les statements, c'est un peu différent, puisque on ne peut pas vraiment construire de statements et de déclarations sans connaître le contexte dans lequel ils sont utilisés. Donc ça se passe de la manière suivante. Quand on a une injection dans un contexte de déclaration de statement, il faut que l'opérand soit une expression d'appel. Et cette expression d'appel reçoit un builder, une référence à un builder en paramètre, en premier argument, qui va ensuite nous permettre, par exemple, pour un class builder, de créer les champs ou des fonctions membres, ou pour un function builder, de créer des statements. Alors, commençons par les bases. Enum to string, bon, il y a beaucoup de gens qui placent les conversations de réflexion là-dessus. C'est pas si important, mais c'est bien pour commencer. Donc on a une fonction toString générique qui permet de transformer en chaîne de caractères n'importe quelle valeur d'énumération. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ah oui, avant de parler du fonctionnement, juste une petite parenthèse sur OStream. Donc dans beaucoup de use cases, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de transformer des valeurs, n'importe quelle valeur en texte. Et donc en fait, MetaOStream, c'est une manière assez simple de faire ça. Donc ça fonctionne exactement comme le string stream en fait. Mais ça marche aussi avec des valeurs de réflexion. Donc, dans notre fonction toString, on a un switch, et à l'intérieur de switch, on va générer en fait tous nos cases et nos returns. Donc là, vous pouvez voir que j'itère sur les constantes de mon énumération. Pour chaque constante, je crée un case, et après ce case, je crée un return, qui contient comme valeur la chaîne de caractères créée depuis le nom de ma constante. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc voilà, le code qui est généré. Alors, petite comparaison avec la proposition de Andrew Sutton et autres. Alors, la différence qui saute aux yeux, c'est que eux, en fait, leur mécanisme de synthèse de code se base essentiellement sur un template fort. Alors, ça permet en fait d'avoir une génération de code qui est fait par du code qui est écrit. En fait, le code qui est généré et le code écrit est le même. Enfin là, l'intérieur du template fort va être dupliqué, contrairement à nous, où le code est méta dans le sens le code généré n'est pas le code écrit. Donc ça a des avantages et des inconvénients. On a plus de possibilités en fait de manipulation de code. On peut générer un switch directement, même dans le cas où il y a des valeurs dupliquées. Et aussi notre name, quand on appelle nameOf sur une déclaration, ça retourne un meta name, puisque ça peut être en fait une chaîne de caractères, mais ça peut être aussi un opérateur, ou ça peut être un nom de fonction membre spécial, donc un constructeur, destructeur. Question, c'est quoi la différence entre MetaName et Un metaname, ça peut être soit une chaîne de caractères, mais ça peut être aussi un opérateur, ou alors un nom de constructeur ou un nom de destructeur. Ouais, c'est tout. Et du coup, en fait, nous, on utilise ce metaname. Enfin, il peut être converti en texte aussi via OStream, mais on utilise ce metaname pour, par exemple, lookup. Euh, Je vois pas ce qui est pas le plus générique c'est un pointeur de but. ouais, mais par exemple, si j'ai un nom de constructeur,
La question c'est est-ce que je mets juste le nom de la classe ou est-ce que j'ai quelque chose pour représenter le nom d'un constructeur. Euh, ouais. On a utilisé name, enfin, ça semblait plus évident pour lookup, pour la construction aussi de fonctions, puisque si je veux créer une fonction, c'est peut-être un nom opérateur, et je vais pas. Enfin, moi, ça me semblait bizarre de mettre un opérateur dans une chaîne de caractères, si tu veux. Alors pour tuple, donc je vais commencer par la concaténation. Donc d'abord obtenir le type de résultat. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, j'ai mon tuple 4, je vais itérer sur le pack d'arguments. Et donc pour chaque type, je vais récupérer les arguments templates. Donc là, notez le cast depuis type abstrait jusqu'à le type concret class template type. Je récupère tous ces arguments et j'instancie mon template tuple. Ensuite, pour la valeur de retour, je vais faire pareil pour mes valeurs. Donc je vais traverser pour chaque élément de mes arguments, je vais venir étendre en fait tous les champs, collectionner les champs de chaque élément et mettre ça dans une liste d'expressions que je vais utiliser pour construire mon type résultat. Et donc pour apply, en fait, quand on réutilise la fonction expand fields qui est définie ici. Et donc on construit une expression d'appel de fn avec mon pack en argument qui a été étendu. Pour get, alors le get par index, c'est assez simple. On récupère les champs d'une classe comme ceci, et on peut récupérer le énième champ avec des crochets, avec l'opérateur de subscript. Et donc je construis mon expression de champ. Donc on a un makeField expert comme les autres constructeurs. En fait, tous nos constructeurs d'expression sont make quelque chose expert. Donc là, il y avait make call expert, makeField expert. Et donc pour le get by type, c'est un peu plus. On est forcé en fait d'itérer sur les champs pour trouver le type qui correspond et ensuite retourner l'expression. Ou sinon, on émet une erreur si le type n'est pas contenu. Oui. Au niveau de l'encapsulation, ça se passe comment en fait? C'est pris en compte, ça itère sur ça itère sur tous les champs. Sur tous les champs. Parce qu'en fait, on veut avoir des algorithmes. Par exemple, si j'ai un algorithme qui fonctionne, qui veut peut-être sérialiser tous les membres, et cet algorithme est écrit dans une fonction d'une librairie. Si je veux l'utiliser pour ma classe et qu'il a accès qu'au champ public, c'est compliqué pour moi, du coup je ne peux pas l'utiliser. Donc l'idée c'est qu'en fait, on reflète sur tout, mais l'usage en fait, comme dans du code normal, l'usage est réservé, enfin l'usage est... On ne peut pas casser l'encapsulation par la réflexion, mais on peut réfléchir sur tout. Alors, comparaison avec la proposition d'Andrew Sutton, donc c'est comme ça qu'ils implémentent un tuple. Alors, grosse différence, c'est qu'ils ne peuvent pas créer de déclaration à l'intérieur d'une classe, et donc ils sont obligés de passer par ce mécanisme de synthétisation d'une struct par la description des champs. Et en fait, ils n'implémentent que get. Oui. C'est quoi l'intérêt genre, c'est quoi la plus-value de passer par ça pour faire un tuple versus utiliser un tuple std tuple classique? Alors std tuple, en fait, il est implémenté par des astuces de template qui sont assez coûteuses en termes de temps de compilation, et puis aussi généralement difficiles à écrire et à comprendre. Ouais. Donc là, on fait un tuple avec un T majuscule de mes 4 classes, ça me crée juste une nouvelle classe qui a un nom particulier avec les 4 arguments en membres publics, c'est ça que ça fait? C'est ça. Enfin, dans notre version, oui. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est pas exactement ça, mais dans notre cas, oui.
Alors dans cette partie, on a un variant avec interface, donc ça va couvrir en fait la construction de fonctions membres. Donc si vous utilisez variant, vous avez sûrement beaucoup d'appels à visite, et ces appels peuvent être un peu frustrants puisque vous pouvez avoir une interface qui est générique et vous pouvez avoir envie de directement appeler certaines fonctions. Donc c'est ce que notre variant proxy fait. On lui donne une interface en premier argument, template, qui décrit les fonctions membres qu'on veut avoir. Et lui, il va copier cette interface dans sa classe, et il va donc passer l'appel en fait à l'élément qui est actif. Alors, construire des fonctions membres, c'est pas évident, donc ça se fait par le biais de append méthode. Donc on prend le class builder en premier argument, le nom, le prototype, donc qui va comprendre les types de paramètres, type de retour, si c'est noExcept, pas noExcept, tout ça. Et ce qu'on appelle une fonction de définition, donc c'est un invocable en fait qui va prendre un function builder en argument. Alors, le souci c'est que les fonctions membres ne peuvent pas être définies avant que la classe soit complète, donc ça veut dire que notre closure de définition ici, elle ne veut pas être invoquée tout de suite, puisque là, quand je suis dans ce contexte-là, ma classe n'est pas encore finie. Donc ça va être invoqué plus tard. On peut Oui. écrire des surcharges de fonctions membres déjà écrites. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce que tu peux juste répéter les questions pour ceux qui sont à distance? Ah oui. Il demandait si on pouvait écrire les surcharges de fonctions membres. Et la réponse est oui. Alors, donc pour chaque... attendez. Donc voilà ma fonction variant proxy interface qui va venir donc recopier les fonctions membres de mon interface. Donc pour chaque méthode, on va venir en fait transposer le prototype et donc créer la méthode qui va, dans son implémentation, passer l'appel à visite, là vous pouvez voir dans les dernières lignes. Donc on a un dispatcher en fait qui va venir stocker les arguments, et on va appeler visite sur l'objet lui-même qui va forward le call. Est-ce qu'il y a des questions? Alors la génération d'opérateurs, c'est un cas d'usage qui nous était très cher. Et pour moi, qui est un des cas d'usage qui constitue le minimum viable d'une proposition de réflexion de métaprogrammation. Puisque oui, il y a au moins 2 ou 3 propositions qui ont été faites ces dernières années pour couvrir ça. Alors on a une énumération opérator kind dans l'API qui représente un opérateur. Donc c'est à la fois une propriété des expressions d'opérateurs, mais ça nous permet aussi de construire des expressions d'opérateurs de manière générique. Donc là vous voyez j'ai mon make opérateur XPR qui va prendre une énumération opérator kind et donc mes 2 opérands. Et donc avec ça, en fait, je peux écrire une fonction template qui est paramétrisée par un opérateur. Donc si vous voulez faire une réduction, par exemple, passer un type d'opérateur directement. Donc oui, on a cette fonction applyOp qui va décrire en fait comment implémenter l'opérateur. Et ensuite, dans ma classe vec ici, je vais venir injecter les déclarations d'opérateurs réels, celles que le compilateur va trouver quand vous écrivez une expression d'opérateur, et qui, elles, en fait, vont appeler applyOp pour l'implémentation. Et donc là, vous voyez, par exemple, donc l'idée, c'est qu'en fait, on fait un overload applyOp ici, qui est contraint par les catégories des opérateurs. Donc voilà, pour un opérateur compound, on a une certaine implémentation. Pour un opérateur de comparaison, on en a une autre.
Et donc ça, c'est la fonction qui va venir injecter un span d'opérateurs. Donc vous lui dites par exemple, j'ai un span d'opérateurs, j'ai add, j'ai sub, j'ai multiply, j'ai divide. Et lui va venir déclarer ces opérateurs et aussi déclarer l'équivalent compound qui est obtenu ici. Et donc ça, c'est à quoi ressemble ma classe VEC, l'implémentation complète. Donc ouais, j'ai enlevé la définition d'ApplyEP pour que ce soit plus clair. Mais donc j'ai mes trois surcharges de ApplyEP. Donc un pour... Ah, il y a une petite erreur. Ah non, c'est bon. Donc un pour l'assignement, enfin l'opération compound. Un pour une opération scalaire, donc si j'ai un vecteur, je vais ajouter un float à mon vecteur par exemple. Et un pour les opérateurs non compound, donc normal. Addition, soustraction, tout ça. Et donc là, ces deux injections ici vont venir générer tous les opérateurs dont j'ai besoin. Et donc là, j'ai un span qui contient addition et soustraction. Là, j'ai un span qui contient toutes mes opérations arithmétiques. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, autre chose qu'on peut faire avec ce compilateur, c'est de la différenciation symbolique. Donc par exemple, si j'ai une fonction qui n'a pas de solution et je veux implémenter un solver pour une simulation physique par exemple, ça peut être utile de pouvoir différencier une expression. Et donc ça va se faire en fait par le traversage d'expression et le traversage d'expression, tout simplement. Et donc là, la base en fait du différenciateur, c'est que quand on va voir une référence à la variable qui est par rapport à laquelle on différencie, on retourne 1, sinon on retourne 0. Et donc les deux autres choses importantes à prendre en compte, c'est différenciation d'expression d'opérateur, évidemment, mais aussi différenciation d'expression d'appel. Donc pour la différenciation d'expression d'appel, on veut pouvoir différencier, on veut que le set de fonctions qui soient différenciables soit ouvert. Donc je ne veux pas que mon algorithme marche juste avec sinus et cosinus, etc. Mais que si vous définissiez votre sinus ou votre cosinus, ça puisse marcher aussi. Ou n'importe quelle autre fonction. Et donc ça se fait par des spécialisations de templates. Et donc là, c'est un point qui est assez important en fait, parce que ça nous permet d'écrire des algorithmes ouverts et customisables. Et donc pour déclarer une fonction qui est différenciable, voilà, j'ai mon template différenciable trait ici. Donc voilà, là j'ai ma procédure qui va différencier foo. Et donc c'est comme ça que je vais venir la spécifier. C'est un peu chiant d'écrire les spécialisations de template à la main. Donc on donne cette fonction déclare différenciable qui va venir générer en fait cette spécialisation de template et qui permet aussi d'éviter certaines erreurs. Alors j'ai une fonction, je veux récupérer sa fonction qui me dit comment la différencier par rapport à ses arguments. Donc voilà comment je fais ça. D'abord, je vais appeler pattern, ce qui en fait récupère le motif d'instanciation d'une fonction template, si c'est une fonction template, ou la fonction elle-même, si c'est pas une fonction template. Et donc ensuite, je vais instancier mon trait différenciable avec cette fonction comme en argument. Et donc je vais regarder à l'intérieur de mon trait s'il y a une déclaration imple. Si c'est vide, eh bien ma fonction n'est pas différentielle, donc j'émets une erreur.
Et si c'est pas vide, je récupère la valeur de cette variable, donc ce qui est possible en fait via la fonction valueAs pour les variables qui sont constexpr, sinon évidemment vous n'avez pas de valeur que vous pouvez récupérer à la compilation. Et donc la fonction valueAs en fait va vous retourner la valeur de la variable du type spécifié. Et donc voilà comment on s'en sert. Donc si j'ai un appel qui n'est pas une référence directe à une fonction, évidemment, je ne peux pas le différencier. Parce que si j'ai un pointeur à une fonction, évidemment, je ne peux pas différencier ça. Donc là, j'émets une erreur si ce n'est pas le cas. Et sinon, je récupère ma procédure de différenciation par le getDifferentiate imp ici. Je récupère la valeur, c'est-à-dire la référence à la fonction, pour pouvoir l'appeler. Et j'invoque cette fonction. Et donc ici, c'est important de noter qu'on on récupère vraiment une valeur d'une fonction qui a été définie. On récupère une valeur d'une fonction depuis une déclaration, ce qui est assez ce qui est indispensable en fait à l'écriture de ce genre d'algorithme ouvert à la compilation. Question. Ouais. Est-ce que ce genre de fonction, là, c'est ce genre de mécanisme qui peut servir par exemple à implémenter un parseur? Un parseur. On remplace une expression sous forme de chaîne de caractères. Ouais. Ça le parse et ça donne la valeur. Alors, qu'est-ce qui te fait penser... Enfin, quelle similarité tu vois entre ça et un parseur? Par exemple, l'expression, avec la réflexivité, on peut convertir en expression. C'est une question. Ah, est-ce que tu dis Est-ce qu'on peut convertir une chaîne de caractères en expression puis parser avec ton mécanisme? une chaîne de caractères en expression C++, tu veux dire? Oui. Justement avec ton compilateur. Donc, tu as une chaîne de caractères, tu vas la convertir en expression, genre vraiment... C'est parce que j'ai dû l'implémenter moi-même à mon taf. Ok. Et du coup, il faut savoir justement si ta solution elle permet de faire ça, par exemple, quand tu récupères une chaîne de caractères qui dit par exemple 1 plus 2 plus fois je sais pas combien, Ouais. divisé par 3. Mhm. Est-ce que ça, tu peux le mettre en chaîne de caractères avec la flexibilité? Enfin, transformer cette chaîne de caractères, tu peux transformer l'expression avec la flexibilité et ensuite évaluer le résultat. Alors, tu peux transformer une chaîne de caractères en expression. Et ensuite, par contre, on n'a pas de mécanisme pour évaluer une expression. Parce que tu connais pas le type du coup. Et... Enfin, il faudrait que tu saches le type en fait. Au moins, il faudrait que tu saches le type. Ça pourrait être fait. Mais ouais, au moins, il faudrait savoir le type. Ouais. C'est un cas concret que j'ai rencontré. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il y a un mécanisme? Ok. Intéressant. Ouais, je... Mais du coup, son parseur, ça serait que à la compilation. On pourrait créer une fonction, si on a le type, on pourrait prendre la chaîne de caractères, enfin une fonction constext, et puis après la fonction constext, on a le résultat. C'est ça. En théorie, c'est possible. C'est ce que font plus ou moins les macros de Rust. Enfin, ils doivent en fait réimplémenter un parseur. Parce qu'ils manipulent les tokens, et du coup, des fois, quand ils veulent manipuler des types ou des expressions, ils doivent réimplémenter un parseur dans les macros. Et ouais. Et là, je pense que son use case, en fait, c'était justement parsing au runtime. Ouais, c'est ça. Ah, plutôt parsing au runtime. Eh bien, oui, là, du coup, ça s'applique pas vraiment. Mais tu peux te servir de la métaprogrammation pour implémenter des parseurs de manière efficace. Tu peux regarder... Anna Dusikova, elle a fait un travail sur les expressions régulières. Et elle se sert de template métaprogramming en fait, pour construire des instructions pour parser de manière efficace des chaînes de caractères. Il y a une expression qui dit quand tu as un problème et que tu veux résoudre avec une expression régulière, tu te retrouves avec deux problèmes. C'est ça, c'est ça. Non mais il y a beaucoup de librairies de parsing que j'ai vues qui se retrouvent à faire du template métaprogramming absolument affreux et qui pourra être remplacé par par la métaprogrammation à base d'évaluation. Donc pour les travaux futurs,
comme vous l'avez vu, le design actuel, ça fonctionne, mais c'est très verbeux. Parce qu'en fait, on doit construire chaque statement, chaque expression par un appel de fonction. Et donc, nous, on voudrait se rapprocher de quelque chose où j'écris directement le code que je veux, le plus possible, sans qu'il y ait de make call expert, sans qu'il y ait de make field expert, sans qu'il y ait de append return ou ce genre de choses. Une piste possible, c'est ce que j'appelle la réflexion paramétrisée, c'est-à-dire que je réfléchis sur une expression ou un statement et j'ai des variables en fait qui vont venir paramétriser ce fragment de code. Donc là, par exemple, voilà, je vais appeler bar, j'ai un argument, je vais mettre cette expression dans une liste de capture et je vais créer le code que je veux en fait en substituant mes captures dans le fragment réfléchi. C'est encore quelque chose qu'on est en train d'étudier, mais c'est une piste qui marche aussi pour les statements. Voilà, donc pour les statements, ça reste compliqué, puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on a besoin d'un contexte pour vérifier leur validité. Et donc voilà la syntaxe qu'on a en tête pour l'instant, pour avoir des statements qui sont paramétrisés. Donc là, je réécris le toString de l'enum avec cette syntaxe-là. Voilà, on a encore besoin de construction, voilà, de make literal expert, de manipulation assez bas niveau, mais en tout cas, ça nous permettrait de potentiellement réduire ce genre d'appel de fonction au strict minimum. Merci à tous, et est-ce qu'il y a des questions? Ouais. C'est quoi du coup? Est-ce qu'il y a des chutes de performance? Parce que la facilité, ça. Non, ça n'a pas de coût. Au contraire, ça va sûrement réduire ton temps de compilation. Là, je cite le chef, Soussat, dans la dernière conférence qu'il a donnée à Madrid. Il a dit justement qu'il ne voulait pas de réflexivité dans le langage par défaut. Parce qu'il avait dit dans C# par exemple, l'overhead il est énorme. Alors, C#, il me semble que c'est de la réflexion runtime, voilà, donc ça va ajouter des informations, comme les classes virtuelles, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne compilent pas avec le RTTI, c'est parce que ça prend de l'espace binaire. Non, la réflexion, c'est purement la compilation, c'est une information qui est déjà présente en fait dans ton compilateur, c'est pour ça même que c'est assez facile à implémenter. Mais non, en fait, ça va très probablement, enfin pour moi, c'est un des arguments pour la standardisation, c'est que tous les types vocabulaires, tuples, variantes, tout ça, c'est fait à base de macro et ou template metaprogramming, et ça prend beaucoup de temps de compile. Autre cas d'usage, les librairies de parsing, tu vois, donc le truc de regex dont je parlais tout à l'heure, c'est du template metaprogramming assez horrible. Et tout ce qui est métaprogrammation et génération de code à partir d'une seule source de vérité, entre guillemets, ça peut être fait beaucoup plus vite en fait par ce genre de mécanisme, plutôt que des macros ou des templates. Ouais. Du coup, j'ai une question d'ordre plutôt politico-bureaucratique, entre guillemets. Proposal, ça en est où? Alors, il y a cette proposition d'Andrew Sutton et autres qui est là qui est en cours depuis 3-4 ans, je crois. Donc ils ont une approche qui ressemble à la nôtre, qui est basée sur l'évaluation. Alors eux, ils n'ont pas de type, c'est ça la grosse différence. Il y a un seul type qui s'appelle meta-info. Donc ça peut être un type, ça peut être une déclaration, ça peut être une expression. On ne sait pas trop. Le problème, c'est que eux, ils ne peuvent pas générer de fonction membre. Et je pense que beaucoup de gens veulent pouvoir au moins générer des opérateurs en fait. Et ça, je pense qu'ils s'en sont rendus compte récemment. Et donc, il y a un papier qui est arrivé où il propose de faire de la génération de code
avec un mélange de manipulation de tokens et de réflexion classique. Je vous laisserai regarder. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Je pense que c'est mieux que rien, c'est mieux que des macros. De notre côté, on est en discussion avec SG7. On va voir le feedback. Pour l'instant, ils ne nous ont pas encore trop donné de feedback, mais on va voir ce qui se dit et puis on fera en conséquence. Et J'ai 2 questions, je les pose maintenant Ouais. sur Internet. 2 questions de Loïc. La première, c'est quelle est la taille de l'API? Et la deuxième, est-ce que le compilateur sur quoi il est basé? Est-ce que le code est dispo? Ok. Alors la taille de l'API, elle est assez grande. C'est justement la raison pour laquelle j'essaie de travailler sur des améliorations ergonomiques. C'est pour ne pas avoir à retenir toutes ces fonctions individuelles qui créent pour chaque partie du langage. Donc pour la deuxième question, le compilateur est basé sur Clang. Et le code n'est pas disponible, mais vous pouvez essayer le compilateur à cppmeta.coderecons.com. Donc il est... C'est prévu de le porter sur notre compilateur ou c'est Comment? Et c'est prévu de le porter sur notre compilateur ou c'est Alors, c'est pas prévu de le porter sur notre compilateur pour l'instant. Je pense qu'il faudra que ça se fasse à un moment ou à un autre. Enfin, dans le processus vers une standardisation éventuelle, ça devra se faire, forcément. Mais enfin, moi, j'ai pas prévu pour l'instant d'essayer d'implémenter ça sur GCC. Oui. Est-ce que tu pourrais présenter rapidement ce que fait ta société? Pourquoi développer un compilateur? Alors, ConRecons fait plein de choses. On est on propose des formations C++ et tout ce qui est autour. Donc, formation sur des outils. On met à disposition du cloud computing. Voilà, si Charles, si jamais tu veux. C'est exactement ça, ok. J'avais peur d'oublier certaines choses. Et du coup, vous pensez que ces améliorations-là, ça va vraiment accélérer votre temps de développement? Pour certaines choses, oui. Il y a certains, enfin, on est très ciblé sur certains use cases, si tu veux, qui ne s'appliquent pas forcément à la majorité des développeurs C++. Si tu fais du développement dans des compilos, par exemple, si tu regardes le core source de Clang, de GCC, ou je sais pas, de Qt, ou ce genre de librairie, Unreal Engine, il y a énormément de templates, il y a énormément de macros. Et donc, pour moi, l'objectif, c'était de proposer un compilateur qui puisse remplacer tout ça. Et donc ça réduit ton temps de développement, ça réduit les heures, ça réduit le temps de compilation. Je peux pas promettre que ça va changer la vie de la majorité des programmeurs C++, mais ça devrait au moins réduire le temps de compilation d'un bon paquet de personnes et le temps de développement d'un certain groupe de personnes. Après, c'est difficile de prévoir évidemment l'impact que ça aura vraiment avant de le mettre à disposition. Donc c'est pour ça qu'on cherche un maximum d'utilisateurs pour voir comment est-ce que ça change leur workflow, pour avoir du feedback. Mais difficile de répondre à cette question précisément, pour l'instant. Je pense que c'est intéressant aussi de développer sur les raisons pour lesquelles tu fais pas de la réflexion à partir de string, enfin d'expressions sous forme de string C++. Enfin, par exemple pour lesquelles tu ne parses pas du C++, Oui. pour lesquelles tu utilises des builders à la place. Ben, honnêtement, moi je vois vraiment pas d'avantage à faire de la manipulation de chaînes de caractères, donc j'attends plutôt que ceux qui veulent faire de la réflexion à base de manipulation de caractères exposent leur point de vue. Mais Est-ce qu'il y a des bouts de code dans de la code base legacy que tu avais déjà ou que tu as déjà vu? Tu te dis, ah, ce truc-là, je vais les réécrire avec la démo et ouais. C'est plus simple à lire, ça va plus vite. Alors tout ce qui pouvait contenir de la génération d'opérateurs, donc tous mes types arithmétiques, tout ça. J'avais une bibliothèque d'interface utilisateur que j'étais en train de développer
qui contenait quelque chose comme 5000 lignes de code de template métaprogramming que j'ai tout réécrit, que j'ai réécrit et ça peut-être 500, ça prenait 500 000 lignes après de code normal. Et c'était beaucoup plus plaisant à lire. Après, ouais, non. Moi personnellement, là, je passe la majorité de mon temps sur le compilateur du coup, et j'ai pas trop de temps de programmation autre, malheureusement, mais non, je pense que. T'as eu du feedback d'autres développeurs en fait qui ont commencé à utiliser? Pas encore. En fait, on vient de le mettre en ligne. Et alors pour l'instant, il est pas. Je crois qu'on peut vraiment le télécharger, mais on a un plan pour mettre à disposition, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Donc pas trop de feedback pour l'instant, mais ouais, j'espère bientôt. Il me semble que dans la proposition pour le standard, il y a une discussion sur la réflexion sur les attributs. Oui. Est-ce que vous avez une solution, enfin, vous avez une proposition? Moi, réflexion sur les attributs, pourquoi pas. Je pense que c'est quelque chose qui passe presque obligatoirement par la définition d'un type ouvert. Enfin voilà, tu as un type attribut et genre tu peux le caster à quelque chose de concret. Parce qu'il y a des gens qui veulent par exemple mettre des données dans des attributs. Après, il y a cette discussion sur le fait que les attributs ne sont pas censés changer la sémantique d'un programme. Moi, je pense que ça, il faut que enfin, je trouve que cette règle est peut-être un peu trop inflexible et peut-être qu'on peut s'en débarrasser. Mais enfin là, par exemple, avec ce qu'on a déjà, il y a assez peu de travail, il y a assez peu de travail à faire pour avoir par exemple une fonction attribute off qui te retourne un range d'attributs que tu peux caster au type que tu as défini. Enfin voilà, si tu veux un attribut custom par exemple qui encapsule, je sais pas, certains paramètres sur une fonction, dans mon idée, tu pourrais définir une structure myAttribute, et après tu annotes ta fonction avec ça, et puis ensuite tu viens caster ton attribut dans ce type-là. Et par curiosité, pour implémenter ton compilateur, tu t'es uniquement basé sur du C++ Clang ou tu as dû mettre les mains dans l'ensemble? Mettre les mains dans le quoi? Dans l'assembleur? Ah non, c'est que du Clang, c'est que du C++. Ouais, je veux dire, toi pour implémenter justement ton amélioration, tu as fait que du C++? Ouais, que du C++. Et pas mal de macros. Ok, bon ben,